les Gaunes, bienvenue sur TAC TV, et c'est notre premier épisode, pas vrai les gars? Ouais. Mais, me direz-vous, TAC TV, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement une télé faite par des étudiants, pour sortir du flot d'intox des grands médias. Au programme donc, pas de reportage sur Simone, mère de famille, 24 ans qui gagne au loto, ou sur le coco de Paimpol, mais bien des émissions culturelles sur ce qui se passe dans ta ville et dans ta fac. Tu as envie de sortir, mais tu n'as pas envie d'aller voir Matt Pokora dans Robin des Bois? Tu t'es toujours demandé comment vivaient les Celtes, ou bien tu en as tout simplement marre des infos formatées? TAC TV est fait pour toi. L'affaire a fait du bruit, beaucoup même. Et toi devant ton écran, tu te doutes sûrement déjà de ce dont je veux parler. Si t'as pas encore compris, je vais te laisser 3 secondes. Charlie a fait couler beaucoup d'encre, mais que dire face à ce torrent d'informations? Penchons-nous ensemble sur les méandres de l'univers médiatique avec le regard aiguisé de Médiasphère. Salut à tous, bienvenue dans la Médiasphère, l'émission de TAC TV dans laquelle on lève le voile sur le comportement des grands médias. Comme c'est la première, je vais vous expliquer le concept de l'émission. Tout d'abord, à quel type de médias on va s'intéresser? Eh bien, principalement à la télévision et à Internet, puisque ce sont les plus regardés, et qu'ils ont un impact prépondérant sur notre manière de penser et de nous représenter mentalement l'actualité quotidienne. En ce qui concerne l'émission en tant que telle, on prend un fait marquant relayé par les médias, on passe en revue ce qu'ils en disent et on analyse la manière dont ils traitent cette information. Le but sera donc de mettre en lumière les conséquences que cela entraîne dans le rapport de nos consciences face à l'information et dans la construction de l'opinion publique et des représentations collectives. En bref, ces chroniques est simplement là pour contrecarrer la simple consommation passive d'informations qui de moins en moins heureusement s'impose à nous à travers ces médias de masse. On tâchera donc de déceler les mécanismes de diffusion de l'information propre au champ médiatique et qui ouvrent sur des questions bien plus globales et qui nous concernent tous politiquement, culturellement ou intellectuellement. Donc on est parti pour la première de la Médiasphère dans 5, 4, 3, 2, 1... Ce mois-ci, il va donc être question de système médiatique et de marchandisation de l'information. Grosse surprise, vous l'aurez deviné, j'ai choisi de m'intéresser à la manière dont les grands médias ont traité l'affaire Charlie Hebdo. Passé le temps du recueillement et de l'hommage, on va essayer de s'extraire de l'émotionnel pour prendre un peu de recul et analyser d'un point de vue critique comment ces faits ont été repris, discutés, diffusés et expliqués par le système médiatique. 10 morts dans l'attaque des locaux de Charlie Hebdo, déjà visés il y a quelques mois par un attentat. Le parquet de Paris, je vous le disais il y a un instant, confirme la mort d'au moins 10 personnes. Vous voyez les toutes premières images. Il y a très peu de temps, la policière donc, qui a été très grièvement blessée par ces tirs d'armes à feu un peu après 8 heures ici à la frontière entre Montrouge et Malakoff est finalement décédée. Ses collègues ne cachaient pas leur pessimisme ces dernières heures, tant ses blessures étaient graves et son état réellement critique. Une deuxième prise d'otage est maintenant en cours. Ça se passe porte de Vincennes à Paris, donc dans l'Est parisien. Ce serait une épicerie cachère qui est donc prise en otage. On ne sait pas combien de personnes sont à l'intérieur, mais par un homme armé. Selon certaines sources, eh bien, ça pourrait être le tireur de Montrouge. Donc l'épisode d'il y a maintenant un peu plus de 24 heures hier matin, lorsque une fusillade a éclaté dans le sud de Paris, Montrouge, où donc une policière avait été tuée. Ça pourrait être la même personne qui est impliquée dans cette nouvelle prise d'otage. Donc 2 prises d'otage parallèles, une à Dammartin-en-Gohelle, l'autre porte de Vincennes dans une épicerie cachère. Pour commencer, on va parler des chaînes d'infos en continu. Vous les connaissez, en France c'est principalement BFM TV ou iTélé. Vous savez, ces chaînes qui s'excusent chaque semaine d'avoir dit une connerie, qui vivent de la chute de neige en hiver et de la canicule en été. J'ai pas besoin de vous expliquer à quel point l'affaire Charlie Hebdo est une aubaine pour ces chaînes en termes de potentiel d'audience. Comme elles retransmettent 24 heures sur 24, ce sont les premières à être présentes sur le terrain et à produire l'information selon leur savoir-faire, qui ressemble plus à de la vente qu'à du journalisme. Le problème, c'est que les autres chaînes, les autres médias aussi, notamment sur internet, s'alignent sur cette pratique et cette manière de produire l'information pour pouvoir suivre tout simplement. Car ce sont des méthodes qui demandent peu d'investissement, mais qui rapportent beaucoup en termes d'audience. On se retrouve donc avec un système médiatique global, assez homogène, avec une même manière de produire l'information, soumise aux exigences de la rentabilité. Et dès lors, dire le vrai ne compte plus. Seul compte le potentiel d'audience du type d'information que l'on diffuse. Ainsi, on peut choisir de mettre en avant une information mineure et passer sous silence tout ce qui est important mais paraît trop compliqué à leurs yeux. Certaines informations sont même diffusées sans vérifier leur véracité, car ici n'est pas le but. L'objectif, c'est l'audience. Et une information choc, même fausse, eh bien, les gens en parlent. Autre exemple, faire parler les blessés. En effet, ils ont un potentiel immense. Leur discours va vous toucher, forcément, ils ont vu de leurs yeux ce qui s'est passé. Le système médiatique se doit donc de les faire parler. Seulement, c'est compliqué.
parce que ces feignants se reposent à l'hôpital. Comment le système réagit à cela? Eh bien, il invite des personnes qui parlent pour ses témoins, qui racontent ce qu'on leur aurait dit, et il arrive qu'ils inventent carrément les propos rapportés par l'intéressé. Il y avait une jeune journaliste, une jeune contributrice de Charlie Hebdo qui a eu la Kalachnikov sur le nez et il lui a dit « récite le Coran et je t'épargne ». Et elle récitait ça en boucle, elle disait « il m'a dit ça, il avait de très beaux yeux bleus, il m'a dit ça ». De très beaux yeux, je sais plus. Mais oui, Caroline, tu sais plus ce que tu dis, c'est l'émotion. On la connaît, c'est une défenseuse acharnée de la laïcité. Mais là, quand même, ça sent presque le délire islamophobe. La femme à la place de laquelle parle Caroline Forest a démenti tout ce qu'elle a dit. Bref, Caroline invente totalement. Soit parce que l'émotion l'a fait divaguer, soit qu'on lui a demandé de dire une phrase qui interpelle. Vous avez entendu comme moi. On repère bien les agissements du système médiatique, qui cherche avant tout à contenter les besoins émotionnels du mec en face de sa télé, et pas du tout d'informer ou de chercher la vérité. Pas le vrai mais la performance, pas l'information mais l'excitation. Plus tard, avec la prise d'otage de l'hypercachère, on a définitivement passé un cap dans l'indécence des méthodes journalistiques. Pour eux, sensationnel égale rentabilité. Et lorsqu'il y a une telle fulgurance d'émotions comme lors de ces 3 jours que l'on a connus, c'est celui qui pisse le plus loin qui remporte la mise. Il est presque 10h du matin à la rédaction de BFM TV. Chérif et Saïd Kouachi, les 2 tueurs de Charlie Hebdo, sont alors retranchés depuis une demi-heure dans l'imprimerie de Damartin en Gouel. L'un de nos journalistes tente de joindre par téléphone le standard de l'entrepôt. Donc là, quelqu'un me répond oui. Là, je lui demande si tout va bien, si la prise d'otage est avérée, et il me répond que oui, qu'il attend la police. Et à ce moment-là, je lui demande qui il est, en m'attendant à ce qu'il me dise que c'est le directeur de cette imprimerie, et là, il me dit que c'est Chérif Kouachi. Alors les questions de déontologie, on s'en fout, appelons un mec qui a déjà tué 6 personnes pour lui demander ce qu'il en pense, comment est-ce qu'il se sent et ce qu'il a mangé à la cantine à midi. Bon, heureusement, il reste des gens corrects dans ce métier, ils n'ont pas passé l'interview en direct, certes. Qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Il nous manque qui lorsqu'on a appelé le preneur d'otages? Bah oui, les otages. Vous avez failli faire une grosse erreur BFM, parce que vous étiez en direct avec les gens qui étaient dans la chambre froide. Ils vous ont dit qu'ils étaient 6 en bas avec un bébé. Et 2 minutes après, c'est passé sur BFM, et le terroriste a regardé BFM. Heureusement qu'il n'a pas vu la bande qui passait en bas. Sinon, mon mari et les 5 autres étaient morts, parce qu'ils descendaient, ils les mitraillaient tous, parce qu'il était persuadé qu'il n'y avait plus personne en bas. Et BFM TV a marqué 5 personnes en bas, plus un bébé. Trop d'informations. Mission accomplie. On a eu les flics, on a eu Koulibaly, on a eu les otages. Je pense qu'on a fait le maximum. C'est le patron qui va être content. Et son portefeuille. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord ou si vous voulez apporter des précisions, postez un commentaire. A bientôt et au mois prochain. Que nous cache l'histoire? Qui étaient les Celtes? Que mangeait Jules César? Napoléon avait-il ou non des hémorroïdes à Waterloo? Le père Bertrand a bien voulu éclairer nos lanternes sur ces questions épineuses de l'histoire. Qui étaient les Celtes? Les Celtes étaient là bien avant nous. Ils sont apparus il y a 3500 ans, soit 1500 ans avant Jésus-Christ, notre maître et sauveur à tous. Les Celtes peuplaient l'Europe jusqu'à l'Asie mineure, et malgré leur culture et leur art reconnus de tous, ils ne maîtrisaient pas l'écriture, ce qui entoure encore actuellement leur civilisation de multiples mystères. Mais heureusement pour vous, mes petits gones, j'y étais. Les Celtes consommaient ce que l'on appelle de nos jours des drogues psychédéliques. Ces drogues étaient extrêmement puissantes et leur consommation ne dépassait pas le cadre religieux. Les druides les utilisaient lors de fêtes où les Celtes n'hésitaient pas à frôler la mort pour planer au plus haut avec les dieux et les légendes. Ces drogues étaient diverses et variées. Mais on pense qu'ils connaissaient très bien les propriétés hallucinogènes de la datura, de l'amanite-mouche ou du venin d'abeille. Parmi les drogues utilisées, on peut évoquer l'hydromel dont la recette était bien différente. Boisson psychédélique et hallucinogène qui était élaborée selon une recette très spéciale. À la pleine lune, une jarre pleine d'alcool, de pommes ou de blé était installée sous une ruche sauvage. Coupant la racine de la ruche, celle-ci tombait dans l'alcool et la jarre était aussitôt rebouchée hermétiquement à la cire. Pendant une lune entière, la ruche marinait dans l'alcool fort.
Au bout d'un mois, la boisson était enfin prête pour être bue et emmenait son consommateur dans une transe spirituelle et un profond voyage intérieur magnifié par les danses chamaniques. Mais il consommait aussi un champignon hallucinogène appelé Amanitumush qui provoquait un état d'ivresse accompagné d'hallucinations. Ces champignons étaient considérés comme la nourriture des dieux et seuls les druides pouvaient s'autoriser à en consommer. Les hallucinations étaient proches des effets du LSD ou de la mescaline. Toutefois, ces hallucinations pouvaient être beaucoup plus construites, comme celles provoquées par les délirogènes comme la jusquiane ou la mandragore. Les druides pouvaient alors entrer dans le monde des esprits et interpréter les forces de la nature. Bref, comme le disent les Gaunes, les Celtes tapaient du pied bien avant nous et prenaient des perches monumentales lors des fêtes sacrées. De nos jours, leurs traditions ayant disparu, leurs mœurs et coutumes se sont perdues dans les méandres du temps. Les mythes qui les entourent appartiennent désormais à la légende celte. A bientôt mes petits gones, pour de nouvelles histoires. Revenons au présent pour voir ce que l'avenir nous réserve. Préparez-vous à taper du pied et à secouer votre chevelure, habillez-vous pour aller au théâtre, c'est l'heure de Bouge ton culte, l'agenda des sorties. Bonjour à toutes et à tous. Voici la première édition de Bouge ton culte, une émission consacrée aux événements culturels alternatifs de Lyon. Pourquoi alternatif? Tout simplement pas de David Guetta, Kenji Girac, Kev Adams et toute cette fabuleuse industrie soi-disant créative. Bref, vous l'aurez compris, on n'abordera pas le merveilleux univers productif des grands médias, ou bien encore les artistes largement sponsorisés par des entreprises très onéreuses. Michael Jackson, madame, imaginez 2 secondes, je vais pouvoir surprendre les gens, genre... Oui, non, c'est pas un métier. Pas d'avenir là-dedans. Au suivant. Ou Madonna. Je commence par le coup de cœur de TAC TV. Vibes. Vibes, c'est une association de jeunes étudiants, pour la plupart, qui ne manquent pas de se faire une place au sein de l'événementiel de Lyon. Allez découvrir les divers événements que l'association propose, aussi variés les uns que les autres. Une soirée hip-hop électro au marché-gare, appelée Beat and Vibes, a eu lieu le 7 février dernier. De plus, si vous voulez vous défouler et transpirer à flot sur de la bonne trance, la soirée Abstraction le 7 mars prochain est faite pour vous. Après l'implacable Dub to Trance du 19 décembre dernier au Chaos, Vibes en coopération de Mediatone vous ouvre cette fois-ci les portes du double mixte. L'Animal, Major 7, X-Noise, Ticon, Sonic Species, Plasmotech, si ces noms ne vous disent rien, allez checker un petit coup sur l'événement, car la plupart viennent de loin ou sont en tournée mondiale. Je peux vous assurer que si la trance est votre domaine, cette soirée n'est à manquer sous aucun prétexte. Pour rester dans l'univers musical, le 5 mars prochain se déroulera au Jack Jack de Bron, une scène pop-rock envoûtante avec les Sombres Roses, puis une scène rock d'influence trip-hop avec Sval, puis pour finir, une montée fulgurante vers un gros rock déroutant comme on les aime avec les Black Mondays. Sinon, si vous êtes adepte de scène slam, voire intéressé par la découverte de ce fabuleux univers de prose, éloquence et flow en acapella, plusieurs scènes ouvertes et collectives se déroulent sur Lyon. Le principe, un slam égale un verre offert. Par exemple, la Samicale est présente tous les deuxièmes mardis du mois à partir de 20h30 à l'entre autres. Seul hic, la communication du lieu des événements se font souvent de dernière minute. Je vous invite donc à rejoindre la page du collectif sur Facebook, là. Ou bien nous contacter si ce genre d'événement vous intéresse, là. Venez donc découvrir le slam lyonnais qui, je vous l'assure, est bien différent de ce que peut produire un certain Grand Corps Malade. Et maintenant, théâtre. Encore une fois, le Jack Jack de Bron nous révèle bien des surprises. Et justement, une pièce de théâtre musicale, Frostless Belt, est prévue pour le 16 et 27 février par la Maison d'Eliott. Le thème, les débuts d'Hollywood, avant que cette petite ville paisible ne devienne le lieu incontournable de production cinématographique américaine. Également, au toboggan à Dessines-Charpieu, une pièce de théâtre musicale unique en son genre est mise en scène par le bouzoukiste Simon Abkarian et animée par une musique typique des bordels, tavernes et prisons d'Athènes et de Pirée, le rebetiko. L'authenticité grecque sera donc au rendez-vous samedi 21 février à 20h30 et dimanche 22 février à 15h. Pour les férus d'art, on vous propose une exposition hors du commun, qui se déroule en ce moment au musée d'art contemporain et se termine le 22 février prochain. L'artiste héros mélange collage, performance, film, aquarelle, peinture, dessin, plus de 500 œuvres dont une salle spécialement dédiée aux adultes. Parlons développement durable et local. Pour information, le salon de l'alter-écologie à Eurexpo se déroulera le 20, 21 et 22 février. Le principe est simple. Rencontrer, discuter, s'informer et apprendre les nombreuses alternatives autour de l'écologie, en toute convivialité. De plus, saviez-vous qu'une monnaie locale à Lyon était en projet ? 25 monnaies de ce type sont déjà instaurées en France.
Le but est de promouvoir le développement d'une économie locale, durable, écologiquement et socialement responsable. Le système lyonnais se basera sur la circulation d'une monnaie, la gonette, qui circulera essentiellement au niveau du commerce de proximité. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur ce lien. Petit récapitulatif. La scène rock au Jack Jack le 5 mars, la scène slam pour la Slamicale tous les deuxièmes mardis du mois, le spectacle musical Frostless Belt au Jack Jack le 16 et 27 février, le spectacle musical grec au Toboggan le 21 et 22 février, l'exposition Héros au MAC qui se termine le 22 février, et enfin le salon de l'alter-écologie le 20, 21, 22 février. C'est sorti. Un steak trop cuit. C'est le nom du spectacle de théâtre mis en scène par Oriane Dubois qui se jouait au campus de Bron en décembre. Si vous l'avez raté, TAC TV vous en propose plusieurs extraits. Bonsoir, donc ce soir on est à la maison de l'étudiant à 18h, on est le 5 décembre et on est avec le théâtre de l'Esquisse. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis avec Oriane Dubois, donc metteur en scène. Alors je voulais juste poser une question, pourquoi un steak trop cuit? Quelle est la signification du nom? Alors un steak trop cuit, c'était par rapport aux différents tableaux. Donc pour ce chantier-là, il y avait 4 tableaux. Et donc notamment le premier tableau qui parle d'un fait d'actualité sur un jeune homme en Allemagne qui va qui va faire une annonce sur Internet pour pouvoir manger quelqu'un. Et il va y avoir quelqu'un qui va répondre, qui va dire oui, il n'y a pas de problème, et qui va se faire justement manger par cette personne-là. Donc déjà, il y a cette notion de steak trop cuit. Et puis après, on a cette émission assez particulière qui parle du problème des pauvres dans la société, et avec ce discours assez lourd, donc c'est un steak trop cuit. Ne pas faire d'amalgame. C'est pour ça que, bien sûr, dans notre livre, nous avons dressé un tableau de classement des différents types de pauvres, car il faut faire attention, tous les pauvres ne sont pas les mêmes. Quand ils viennent dans mon métro, je vois ça comme une agression et je pense que tout le monde ici est d'accord avec ce que je dis. On parle de Philippe Laïa, donc par rapport à l'expropriation des terres de Philippe Laïa, donc il y a encore, enfin, un steak trop cuit, c'est toutes ces injustices, toutes ces actualités assez chaotiques finalement par rapport à Rémi Fraisse, Philippe Laïa. Alors certaines personnes disent que vous en faites un peu trop sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je trouve pas que... La parole libérée dans les émissions qui permet d'être, de montrer qu'on est misogyne, qu'on est raciste, sans problème. Justement, au contraire, ça fait monter l'audimat dans les émissions. Et oui, Mégone, TAC TV, c'est fini pour aujourd'hui. Mais séchez donc vos larmes, nous serons de retour très bientôt sur vos écrans. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler à vos amis ou à la partager sur vos réseaux sociaux favoris, c'est le plus important. Si vous voulez rejoindre l'aventure, que vous avez un concept d'émission, ou bien envie de diffuser un court-métrage, un sketch, un clip vidéo ou un concert, ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter à contact.tactv@gmail.com. Là. Juste là, là. Là. Clique. Allez, vas-y, clique. Clique. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt mes petits gones.